Après une année 2023 marquée par la colère sociale liée à l'inflation, la réforme des retraites, la loi immigration, le mois de janvier est déjà marqué par une nouvelle contestation, celle des agriculteurs en France et en Europe. On en avait parlé hier et pour continuer à évoquer ces colères, nous sommes en compagnie du journaliste et historien Christophe Bourseiller. Bonjour. Bonjour. Christophe Bourseiller, vous êtes également président de l'Observatoire des extrémismes et des signes émergents. On vous doit un ouvrage intitulé La France en colère, paru aux éditions du Cerf. Si on prend donc cette colère à laquelle on assiste aujourd'hui des agriculteurs, comment la relier aux colères précédentes dont vous analysez les ressorts dans votre ouvrage? Alors je crois qu'il y a un désir de la part de certains leaders des agriculteurs aujourd'hui, on pourrait dire, de renouveler ce qui s'est passé en 2013 lors du mouvement des bonnets rouges. Vous vous souvenez peut-être que lors du mouvement des bonnets rouges, il s'agissait d'un mouvement qui au départ était un mouvement paysan, qui avait été ourdi à l'époque, enfin démarré par la FNSEA en Bretagne, et qui se dressait contre une loi écolo qui était l'écotaxe de Ségolène Royal. Et ce qui s'était passé, c'est que cette colère paysanne avait élargi le champ. Et aujourd'hui, vous avez une colère paysanne, vous avez un mouvement qui est initié à nouveau par la FNSEA, et c'est très important par un autre syndicat dont on parle beaucoup moins, mais qui est très puissant et qui touche, lui, des petits exploitants, et qui est la coordination rurale. Et vous observerez qu'on commence dans les blocages, on commence à désigner ceux qui bloquent comme les bonnets jaunes. Pourquoi? Parce que la coordination rurale a distribué des bonnets jaunes, ils sont de leur couleur jaune à l'effigie de leur petit groupe. Donc vous voyez, il y a l'idée aujourd'hui de la part de ces agriculteurs, on pourrait dire, d'imiter les bonnets rouges ou de démarrer quelque chose de proche des bonnets rouges. Mais la grande différence, c'est que ce qui s'était passé à l'époque des bonnets rouges et qu'on a vu après à l'époque des gilets jaunes, c'est une généralisation du mouvement. C'est-à-dire que ça démarrait, les bonnets rouges ont démarré chez les agriculteurs, mais très rapidement, en Bretagne uniquement, on a vu toutes les couches de la population entrer dans la danse. Ça allait des pêcheurs, bien sûr, aux notaires, aux auto-entrepreneurs, jusqu'aux salariés de plusieurs entreprises, poussés par leurs syndicats locaux. Donc il y avait vraiment une sorte de convergence, et c'est ce que aujourd'hui, je pense, certains cherchent, mais on n'en est pas là. Parce que si vous regardez ce qui se passe aujourd'hui, vous avez en fait, les agriculteurs sont quand même à peu près isolés pour l'instant, même si dans certaines régions dans le sud, vous voyez dans le mouvement maintenant des camionneurs, alors pas encore très nombreux, mais comme en Allemagne, des camionneurs et des taxis. Voilà, on en est là aujourd'hui. On est loin de cette espèce de grande agrégation des luttes qui caractérisait bien sûr les bonnets rouges et les gilets jaunes. Mais alors le point commun, Christophe Bourseiller, entre les agriculteurs, les camionneurs et les taxis, c'est qu'ils peuvent bloquer des routes et il commence à y avoir des blocages et ceux-ci sont perçus par l'exécutif comme étant un risque à ne pas courir. Oui, c'est la stratégie habituelle. Le problème, c'est qu'en France, et ça c'est le constat que font beaucoup d'acteurs sociaux, si vous restez dans le cadre légal, comme l'ont fait les syndicats, par exemple, au printemps 2023, pour lutter contre la réforme des retraites, vous n'obtenez rien. Les syndicats n'ont rien obtenu. Alors que si vous descendez dans la rue, si vous prenez d'assaut l'Arc de Triomphe, comme l'ont fait les Gilets jaunes, vous obtenez quelque chose. Et donc, il y a cette idée-là. Et les agriculteurs, c'est pas la première fois qu'ils bloquent des villes, qui menacent de bloquer Paris. Et là, je pense qu'on est dans cette dimension-là. On est dans l'idée d'essayer de faire grossir le mouvement. Mais le vrai, pour moi, l'indice, si vous voulez, d'une vraie colère généralisée, c'est lorsque d'autres catégories que les agriculteurs se joindront au mouvement. C'est ça, pour moi, l'élément déclencheur. Et ça, pour les gilets jaunes, par exemple, est-ce qu'on peut considérer que c'était intervenu ou alors le fait qu'il y ait une radicalité dans ce mouvement, aussi une capacité de... Alors là, ça n'est même pas de la base, mais les Gilets jaunes étaient un mouvement qui était extérieur, a priori, à tout syndicat, à tout parti politique. Bien sûr, absolument. Vous avez tout à fait raison. Alors, ce qui est assez frappant, c'est que ce qui caractérisait les Gilets jaunes, ça c'est un mouvement de très grande ampleur, de type nouveau, propre au XXIe siècle. Ce qui caractérisait les Gilets jaunes, c'est le fait qu'au départ, c'est un mouvement d'automobilistes, mais d'automobilistes non syndiqués, c'est-à-dire des gens qui ont mis le gilet jaune qu'ils s'étaient forcés d'avoir dans leur voiture et qui ont protesté contre des choses le 80 km/h, la hausse
hausse du carburant. Et puis très rapidement, ça a pris la dimension, comme cette année avec le Green Deal, d'une révolte contre une mesure écologique qui était la taxe carbone menée par Édouard Philippe. Vous voyez, c'est assez curieux. Les bonnets rouges se dressent contre l'écotaxe, les gilets jaunes au départ se dressent contre la taxe carbone, même si après il y a beaucoup d'autres évidemment éléments qui rentrent en ligne de compte. Et aujourd'hui, c'est le Green Deal de l'Union européenne qui est remis en question par les agriculteurs. Donc il y a quelque chose là à observer. Et ce que l'on entend dire, c'est que justement la FNSEA, les organisations syndicales craignent ou alors instrumentalisent la crainte que la base déborde les revendications syndicales et le cadre syndical, qu'il y ait des entreprises ou des manifestations qui échappent à toute forme de retenue. Vous faites la moue. Oui, non, mais c'est-à-dire c'est pas faux parce que c'est assez complexe. C'est-à-dire que la FNSEA sait souffler sur les braises et sait aussi contrôler ses troupes. Après, vous avez la coordination rurale qui elle est plus instable, on pourrait dire, parce que c'est beaucoup de petits agriculteurs et leur colère est réelle, leur souffrance est réelle. Enfin, vous savez, les mouvements sociaux ne fonctionnent pas s'il n'y a pas une vraie souffrance. Les gilets jaunes étaient portés par de vraies douleurs, d'une vraie souffrance sociale. Et là, c'est de nouveau le cas. Hein. Donc, il y a effectivement ce Green Deal, si vous voulez, ce dont souffrent principalement les agriculteurs aujourd'hui très clairement, mais ils ne sont pas les seuls. C'est l'accumulation des normes, des normes européennes, mais aussi des normes françaises, parce qu'ils critiquent aussi l'ultra-bureaucratie française. Et donc, ils disent pour traire une vache, il faut signer 5 papiers, pour semer, pour planter une haie, c'est un cauchemar bureaucratique, etc., etc. Donc, on peut comprendre effectivement leurs revendications. Et c'est vrai que, évidemment, il y a une négociation. On est en hiver, donc les agriculteurs peuvent se permettre ce genre d'action. Il y a une négociation menée par les syndicats, mais il y a une base derrière. Vous savez, les syndicats, si la base ne remue pas, ils passent leur temps à sonder la base. C'est ce que font la CGT, la CFDT et les autres lorsqu'ils font des journées d'action. C'est pour sonder la base, voir si elle va descendre dans la rue, manifester ou pas, enfin. Christophe Bourseiller, vous publiez La France en colère aux éditions du Cerf. Est-ce qu'il y a une tradition particulière des colères françaises? Alors, on l'a vu pour les agriculteurs ne sont pas uniquement en colère en France, ils sont en colère plus généralement en Europe. En revanche, les gilets jaunes, ça c'était une spécificité française. Les bonnets rouges aussi. Que peut-on dire de spécifique sur ces colères françaises? Il y a un phénomène très, très, très curieux au XXIe siècle, c'est le fait qu'au XXe siècle, vous aviez un grand mouvement social à peu près tous les 10 ans. Hein, vous avez 1968, 1986, 1995, vous voyez, c'était tous les 10 ans. Et là, l'écart entre les mouvements se rapproche. Hein, 2010, la réforme Fillon, 2016, la loi El Khomri, 2018, les Gilets jaunes, 2023, enfin, vous voyez, l'écart se rapproche. Donc, c'est vrai qu'en France, il y a une colère rampante. Et ce que je diagnostique et que j'observe et que je regrette, c'est le fait qu'aujourd'hui, de nos jours, ces colères ne sont pas poussées par une vraie perspective idéologique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, contrairement par exemple à ce qu'on a pu vivre au XXe siècle avec mai 68 par exemple, les contestataires d'aujourd'hui se contentent d'être en colère, mais leur colère ne débouche pas sur un projet de société alternatif. Et c'est ça qui me frappe le plus. Alors, projet de société alternatif, amélioration donc des conditions existantes, puisque on avait pu dire par exemple que pour les Gilets jaunes, c'était avant tout une revendication de pouvoir d'achat. Peut-être que pour les agriculteurs, c'est là aussi une revendication qui repose d'abord sur le revenu, mais en tout cas, on a suspecté ou alors considéré qu'il y avait une dimension politique. On voit par exemple que le Rassemblement national est très intéressé par ce qui est en train de se dérouler chez les agriculteurs. Christophe Bourseiller. Vous avez 2 dimensions dans un mouvement social. Si vous prenez par exemple le cas des Gilets jaunes, alors vous dites que leur revendication était évidemment basée sur le pouvoir d'achat, mais enfin, vous savez, quand ils descendaient dans la rue, ils criaient révolution, révolution. Vous voyez, donc l'idée, ils étaient quand même dans une colère globale, dans une rage contre ce système, sans savoir ce qu'ils pouvaient mettre à la place. Évidemment, c'est important. Mais alors, à partir de là, vous avez donc une colère spontanée, et puis vous avez des forces politiques qui tentent de récupérer le mouvement. À l'heure qu'il est, on voit bien que compte tenu de la nature sociale des gens qui sont sur les routes, le Rassemblement
Rassemblement national pourrait évidemment tirer profit de ce qui s'est passé. Mais cela dit, attendons de voir, parce que si le mouvement se généralise, ça risque ça pourrait faire ce qui s'est passé avec les bonnets rouges ou avec les gilets jaunes, à savoir que vous avez un peu toutes les forces politiques qui tentent à leur manière de récupérer le mouvement. Vous savez, le mouvement des gilets jaunes en 2019, vous aviez des insoumis avec des gilets jaunes, des gens du RN avec des gilets jaunes, des gens de droite, des gens de gauche avec des gilets jaunes qui tentaient de récupérer le mouvement. Mais oui, c'est ça, parce qu'en fait, vous avez rappelé dans La France en colère, votre livre, Christophe Bourseiller, l'hétérogénéité du mouvement des Gilets jaunes. Un mouvement hétérogène, c'est compliqué à récupérer. Et d'ailleurs, sur le plan politique, ça a complètement fait pchit. Oui, et il n'y a pas eu de traduction, sauf peut-être si on considère que le RN a profité, puisque c'est le seul parti qui a vu sa popularité et ses intentions de vote croître après ce mouvement. D'une certaine façon, oui, mais en fait, la poussée du RN était antérieure au mouvement des Gilets jaunes. Donc, ils n'ont pas tellement... En fait, sur un plan électoral, c'est un mouvement qui ne s'est pas vraiment traduit dans les votes, tout simplement parce que je crois que l'impact des Gilets jaunes, on le voit plutôt dans l'abstention. C'est-à-dire que même lors d'élections qui ont suivi, je pense aux élections régionales qui ont suivi le mouvement des Gilets jaunes, le RN a constaté qu'il ne progressait pas parce qu'il espérait capter cet électorat des Gilets jaunes, et cet électorat ne votez pas. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont vraiment en rupture avec le système. Et c'est pour ça que je fais cette remarque qu'il y a une rupture avec le système, il y a un désir de tout changer, mais il manque cette alternative. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on met à la place? Ce qui est quand même curieux, parce qu'il y avait une offre politique qui s'était développée à la faveur des Gilets jaunes. Il y avait par exemple des partis qui eux-mêmes se réclamaient des Gilets jaunes, des candidats. Oui, il y a eu quelques tentatives de récupération. En fait, Francis Lalanne qui s'est présenté comme candidat. Il y a eu Bernard Tapie à l'époque avait voulu aussi créer un mouvement pour surfer sur la vague des Gilets jaunes. Il y a eu ces tentatives-là, mais enfin, ce sont des mouvements qui ne sont, heureusement d'ailleurs, c'est intéressant d'ailleurs, qui n'ont pas de traduction vraiment politique. Florian Philippot a tout fait avec ses patriotes pour lui-même récupérer le mouvement des Gilets jaunes. En vain. Et quand vous voyez en plus le destin de ceux qu'on avait nommés les porte-parole des Gilets jaunes, vous voyez Jacqueline Moureau, par exemple, qui finit avec Éric Zemmour, vous voyez des destins assez décevants d'une certaine façon. C'est-à-dire on se dit quand même c'est dommage que il y avait des gens brillants parmi les Gilets jaunes, il y avait des gens très intéressants, mais ça n'a rien donné. Et ça, c'est très bizarre. Christophe Bourseiller, La France en colère, c'est le livre que vous publiez aux éditions du Cerf. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. Vous serez rejoint par Manon Pengam. Elle est maîtresse de conférences en sciences du langage et elle a beaucoup travaillé sur les doléances des Gilets jaunes. Vous vous souvenez, à l'époque, il y avait eu un certain nombre de textes. Les gens avaient écrit. Que contenaient ces textes? On va vous le dire dans une vingtaine de minutes. Ces colères françaises, elles vont bien sûr des Gilets jaunes à la réforme des retraites en passant par cette colère qui se fait jour aujourd'hui parmi nos agriculteurs. Nous sommes en compagnie du journaliste et historien Christophe Bourseiller. Vous êtes président de l'Observatoire des extrémismes et des signes émergents. On vous doit La France en colère aux éditions du Cerf. Et puis nous sommes en ligne avec Manon Pengam. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférences en sciences du langage à l'université de Cergy, Paris, et vous avez notamment travaillé sur les doléances des Gilets jaunes de la Creuse et sur ceux des bonnets rouges. Quelques mots, Manon Pengam, pour nous expliquer ce que sont ces doléances et ce qu'elles contiennent. Oui, alors concernant les doléances des bonnets rouges, donc c'est une recherche qui en est assez balbutiement pour le moment. Je pense que je pourrais vous en parler avec plus de précision d'ici quelques mois. Concernant les cahiers de doléances du département de la Creuse, auquel j'ai pu accéder et que j'ai pu analyser. Alors, bien évidemment, c'est un point de vue qui est situé, qu'on doit rapporter à son contexte spatial, qui est celui d'un département de l'hyper-ruralité, mais qui réveille néanmoins en creux les espoirs, les attentes, les révoltes aussi d'une partie des Français, dont les gouvernements successifs depuis 2019 auraient pu tirer des enseignements. C'est le cas de l'agriculture avec les fortes mobilisations qu'on voit actuellement, mais
mais c'était le cas également l'année dernière avec les mobilisations contre la réforme des retraites. Si je prends cette thématique, le mot retraite est un des mots les plus présents dans le corpus creusois. Et je précise qu'au printemps dernier, en Creuse, donc à Guéret, ville-préfecture de la Creuse, on a observé des mobilisations très fortes avec près de 5000 manifestants sur une ville qui en compte un peu moins de 14 000 de personnes qui s'opposaient à cette réforme. Donc voilà, ce qu'on peut dire peut-être sur ces documents-là, c'est qu'il voilà, on peut tirer de riches enseignements en tout cas, mais ça n'a pas, voilà, ce qui n'a pas été fait jusqu'ici. Pour que l'on comprenne bien, Manon Pengam, les thèmes qui sont abordés donc dans ces cahiers de doléances par les Gilets jaunes, alors donc il y a la question de la retraite, vous venez de le dire. Quels sont les autres thèmes qui sont les plus présents ? Oui, alors peut-être commencer par préciser que les doléants ne sont pas forcément gilets jaunes et inversement. Tous les gilets jaunes n'ont pas participé, n'ont pas rédigé de contribution dans ces cahiers. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est qu'on observe un régime de vérité qui est commun entre une intertextualité assez forte entre ce qu'on observe dans les cahiers et les revendications portées par les gilets jaunes, c'est-à-dire un fort désir démocratique, une aspiration à la démocratie, avec notamment l'instauration d'un référendum d'initiative citoyenne, une critique virulente des organisations politiques, une demande de meilleur contrôle des élus aussi, et des revendications qui portent sur les conditions de vie, le pouvoir de vivre, c'est-à-dire voilà, une hausse des salaires, le coût des énergies, de l'essence, de l'alimentation, notamment. Donc, effectivement, des revendications qui sont très liées au pouvoir d'achat. Christophe Bourseiller, un commentaire à ce sujet sur des revendications qui sont des revendications non pas pour casser le système. Alors, je sais que vous tenez au mot révolution, vous avez raison. C'est pas moi qui l'ai lancé, c'est eux, c'est les Gilets jaunes. Bien sûr, mais vous nous l'avez rappelé tout à l'heure avec beaucoup de force et de conviction. Mais ce mot est aussi employé par certains, d'autres avaient envie d'aménager la vie plus que de la changer. Et c'était pas incompatible, c'est-à-dire qu'il y avait un désir, quand il criait révolution, il ne savait pas ce qu'il voulait mettre à la place, donc c'était plutôt changeons tout, un coup de balai, c'était ça l'idée, et c'est vrai que c'est intéressant ce que vient de dire mademoiselle, parce que c'est vrai qu'il y a il y avait chez les Gilets jaunes un désir de démocratie, mais qui était un désir, en fait ce que disaient les Gilets jaunes, c'était nous ne sommes pas entendus, c'est-à-dire c'est dans ce monde, dans ce système, nous prétendument démocratique, nous ne sommes pas entendus, et donc il y a eu une sorte de mouvement viral, un phénomène viral qui fait qu'on a mis en avant cette thématique tout à coup qui est apparue au cours de mouvement d'ailleurs du référendum d'initiative citoyenne comme une sorte de panacée pour dire et si on faisait un référendum où tout le monde pourrait proposer un référendum, à ce moment-là on serait entendu parce que on ne l'est pas. Tout était là dans l'idée de dire vous nous dites que c'est l'embellie économique, vous nous parlez de la numérisation, de la simplification numérique, laissez-moi rire, et moi je n'ai pas d'ordinateur, et moi je roule au diesel alors que vous voulez taxer les diesels, moi j'ai une voiture alors que vous nous expliquez que dans le monde nouveau on sera tous à vélo, etc. etc. Donc c'était ça la colère des Gilets jaunes, c'était une colère très qui parlait de la vie quotidienne en réalité, avec ce que ça comportait de coût de la vie, et cette idée de cahier de doléances, elle était effectivement, des cahiers de doléances ont été signés dans beaucoup de villages, dans beaucoup de petites communes à cette époque-là, et là vraiment c'est l'appel de tous ces gens, c'était, on pourrait dire, pour rester dans une perspective historique, c'était des états généraux. C'est-à-dire qu'ils avaient envie qu'on les écoute. Et d'une certaine façon, alors d'une façon macroniste, on va dire, le gouvernement, le président l'a fait avec ce qu'il a appelé le grand débat national. C'est-à-dire que, évidemment, c'était Macron qui se mettait en scène pendant des heures et des heures face à des Français, mais il y avait cette idée-là d'écouter, effectivement, ces gens qui avaient quelque chose à dire. Et c'était ça, c'était ce désir d'état généraux qui était, à mon avis, fondamental dans le mouvement des Gilets jaunes, mais que tous les mouvements de colère sociaux extra-syndicaux, parce que je ferais vraiment une différence entre le mouvement des Gilets jaunes et celui contre la réforme des retraites, tous les mouvements sociaux extra-syndicaux sont animés avant tout par une espèce de soif de parole et un désir d'être entendu. C'est ça, en fait.
Jean Lébarry. Manon Pengam, Christophe Bourseiller à l'instant rappelait évidemment le précédent de la Révolution et des cahiers de doléances de l'époque. Dans ceux que vous avez vus, dans ces cahiers de doléances creusois, voyez-vous un parallèle sur le fond, les revendications, et sur la forme entre les cahiers de la Révolution et ceux que vous avez regardés? Manon Pengam, vous qui avez lu donc ces cahiers de doléances des Gilets jaunes creusois. Alors c'est toujours difficile de faire un parallèle entre voilà, des contextes aussi différents que les cahiers pré-révolutionnaires de 1789 et ceux de 2019. Néanmoins, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, comme dit M. Boursellier, en contexte de colère, de mouvement social, il y a ce besoin de rédiger une contribution, de témoigner aussi de son vécu, de son expérience. La somme des témoignages qu'on collecte avec également d'autres chercheurs, elle permet de dresser, je dirais, une portée plus générale à des témoignages qui sont parfois très touchants par ailleurs, hein, de gens qui disent ne pas réussir à finir le mois, à ne pas s'alimenter correctement. Voilà ce qu'on peut dire. Mais justement, est-ce que il y a des points communs sur la cherté de la vie, sur la volonté d'aménager cette existence, ou la volonté d'en finir avec un système et de passer à autre chose? Alors, ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'il a été beaucoup dit que les Gilets jaunes et les personnes qui participaient de près ou de loin à ce mouvement n'étaient pas capables de porter, disons, de dresser un certain nombre de revendications. Or, quand on se penche sur les cahiers, on constate que se dessine un espace d'expression politique qui est très net. On a toute une catégorie des doléances que moi j'ai appelées des doléances programmatiques, qui sont assez proches finalement d'énoncés qu'on pourrait lire sur des professions de foi politiques. On a des propositions très concrètes qui ressemblent à ce qu'on peut lire, ce qu'on a pu lire par exemple dans le programme d'Emmanuel Macron en 2017, libérer l'esprit d'entreprise. Et ben là, en fait, dans les doléances, on a des choses très précises comme instauration d'un RIC, des propositions qui sont assez désubjectivisées, mais qui tentent à construire un programme politique. Donc, moi, je crois au contraire qu'il y a quand même une volonté de construire peut-être quelque chose de nouveau, mais aussi de mettre fin à ce qui est considéré comme n'étant plus en lien avec les aspirations de la société civile. Jean Lébarry. Si vous y voyez des éléments d'un programme politique, est-ce que vous pouvez l'assimiler à un programme politique existant dans la politique traditionnelle? Est-ce que ce sont des revendications de droite, de gauche, du milieu? Qu'est-ce que c'est? Alors là, je pense que mes collègues politistes et sociologues des mouvements sociaux répondraient bien mieux que moi à la question, mais peut-être pour revenir sur l'actualité de l'agriculture, ce que j'ai pu constater dans les cahiers creusois, qui encore une fois sont un ensemble de données qui est assez minime, hein. J'ai travaillé sur 230 contributions, donc il est toujours difficile aussi de généraliser, mais néanmoins ce qu'on constate, c'est qu'on a une demande pour un retour à une agriculture respectueuse des hommes, de la nature. Je cite en même temps des extraits de doléances pour aider à la conversion, au maintien de l'agriculture biologique et paysanne, pour supprimer immédiatement les pesticides, les intrants chimiques dans l'agriculture, interdire les usines à viande, à œufs, à lait, développer les filières courtes. Donc on a des propositions qui sont assez proches en réalité de programmes de transformation sociale de gauche. Mais est-ce que vous ne J'en suis pas tirez... tout à fait sûr. C'est ça, Christophe Bourseiller. J'en suis pas tout à fait sûr, parce que quand on voit le mouvement actuel des agriculteurs, quand on voit qu'ils se dressent fondamentalement contre des mesures écologiques organisées par l'Union européenne, je crois qu'on est plutôt dans une colère, on pourrait dire, je ne veux pas dire, je dirais pas réactionnaire, mais quand même une colère qui se dresse justement contre ces mesures écologiques. Je vous rappelle que les Gilets jaunes, c'était quand même dressé avant tout, c'était un des éléments déclencheurs du mouvement,
s'était dressé contre la taxe carbone, qui était un impôt écologique voulu par le Premier ministre de l'époque, Édouard Philippe, et que les bonnets rouges s'étaient dressés contre l'écotaxe de Ségolène Royal. Il y a quand même une dimension qui n'est pas une dimension, moi je dirais, très à gauche, mais en réalité c'est plastique. Je me souviens très bien, simplement en 2 mots, il y avait une charte des Gilets jaunes qui a été édictée à Poitiers pendant le mouvement, et il y avait donc alors 50 points là-dedans. Alors de mémoire, il y avait des points qui étaient vraiment de répartition équitable des richesses, et puis suppression de l'immigration. Vous voyez, vous aviez les deux. C'est-à-dire, vous aviez dans ces 50 points, il y avait à la fois des propositions, on pourrait dire, de gauche et des propositions de droite. Vous voyez, même d'extrême droite. Vous voyez, vous aviez les deux idées qui cohabitaient. Pourquoi ? Parce que les Gilets jaunes, comme tous ces mouvements-là qui ne sont pas vertébrés par une vision du monde, en fait, sont des agrégations d'individualité. Et donc, lors de la rédaction de cette charte, vous aviez quelqu'un qui disait, moi, je trouve que il faut sauver la planète. L'autre à côté disait, moi, je trouve que les écolos nous emmerdent. L'autre troisième disait, moi, je trouve que il faut virer les immigrés. Et le dernier disait, moi, je trouve qu'il faut en finir avec le capitalisme. Donc, vous aviez cette agrégation-là qui faisait évidemment une grande plasticité politique. À l'image des Français, au-delà des Gilets jaunes ? Au-delà des Gilets jaunes, mais évidemment, tout ça fait qu'un mouvement de cette nature-là est difficilement classable, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais qu'évidemment, il lui manque ce caractère d'être vertébré dans une direction ou dans une autre. Alors, votre regard, Manon Pengam? Oui, alors si je peux nuancer peut-être sur, en tout cas, moi je ne parle que de ce que j'ai pu lire et analyser, c'est-à-dire encore une fois les cahiers de doléances issus du grand débat national de 2019. Le thème de l'immigration, par exemple, est un thème qui est très à la marge des cahiers. Si on observe, alors moi je suis linguiste, donc ce qui m'intéresse, c'est dans une première approche des données, c'est toujours de regarder les mots qui composent les discours, et le mot immigration n'apparaît qu'à de très rares reprises. Ce constat, par ailleurs, a été identique chez donc mes collègues politistes et sociologues de Bordeaux qui ont travaillé sur les cahiers girondins et qui font qui font la même analyse. Donc voilà, je pense que donc en fait la question qui se pose, c'est de savoir s'il y a un biais sur ces cahiers de doléances avec des personnes qui écrivent qui seraient peut-être sensiblement différentes, comme vous l'avez dit en préliminaire d'ailleurs, Manon Pengam, de ces personnes qu'on a vues sur les ronds-points ou pendant les manifestations des samedis Gilets jaunes. En tout cas, je pense qu'il est toujours tentant d'essayer de créer des analogies entre les mouvements. Pour ma part, je n'ai pas le recul et je ne suis pas assez outillée pour le faire. Donc Christophe Bourseiller. Je pense qu'il serait hâtif de faire un parallèle étroit entre bonnet rouge et gilet jaune ou doléant du grand débat national. Je pense qu'il y a de fortes ressemblances parce que il est clair que les Gilets jaunes se sont bâtis sur un modèle interclasse qui ressemblait beaucoup à celui des bonnets rouges. En revanche, je pense que ce qui est intéressant dans le travail que fait Manon Pengam, c'est justement le fait de lire ces cahiers de doléances. Parce que moi, je me suis beaucoup appuyé pour travailler sur les Gilets jaunes sur les tracts qui étaient donnés sur les ronds-points, dans les actes. Et c'est à la lecture de ces nombreux tracts ou des textes qui étaient évidemment sur les pages Facebook des différents animateurs du mouvement que j'ai pu dire ce que j'ai dit ce matin. Donc je pense que l'un et l'autre se complètent, mais l'idée fondamentale, c'est qu'il s'agit de mouvements complexes, pluriels. Donc l'un n'exclut pas l'autre, c'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir en Gironde des gens qui considèrent que l'immigration est à la marge, et puis dans une autre région des gens qui considèrent que c'est un phénomène fondamental. Vous voyez, c'est quelque chose, l'un n'exclut pas l'autre, et c'est le caractère pluriel des Gilets jaunes qui était intéressant, bien sûr. Christophe Bourseiller, François Purseigle, qui est donc sociologue spécialiste du monde paysan, explique aujourd'hui dans une interview au Monde qu'il y a une différence entre les gilets jaunes et les bonnets jaunes, si on décide d'appeler ainsi ces agriculteurs qui sont en colère aujourd'hui, de par le fait que les gilets jaunes relevaient pour la plupart plutôt de la classe moyenne inférieure, disons, ceux qui ont des problèmes de pouvoir d'achat et qui sont écrasés par un processus de moyennisation. Ils n'ont pas droit aux aides, mais ils ont droit aux impôts. Et les agriculteurs, eux, se penseraient plutôt comme
des patrons, même si ce sont parfois de petits patrons, ils ne se considèrent pas comme appartenant aux classes moyennes inférieures ou au prolétariat. Est-ce que ça, c'est pas une différence? Ah bah bien sûr, il y a de fortes différences. Ce mouvement actuel, il y a peut-être, on pourrait dire peut-être une tentative de gilet jaunisation d'un mouvement qui n'est encore aujourd'hui qu'un mouvement catégoriel d'agriculteurs. C'est indéniable. Maintenant, je vous rappelle quand même que dans le mouvement des gilets jaunes, qui lui était un mouvement où il y avait toutes les catégories de la population, vous aviez Mais aussi... vraiment, vous pensez que c'était toutes les... Ah, il y avait toutes les catégories. Priscilla Ludowski, par exemple, qui était l'une des porte-paroles, était auto-entrepreneur. Donc, elle était plutôt dans la catégorie des petits patrons. Vous aviez des chauffeurs routiers, vous avez des gens de toutes sortes. C'est d'ailleurs ce qui caractérisait cet étrange, ce phénomène propre au XXIe siècle. Et c'est en cela qu'il héritait des bonnets rouges. C'est par le fait qu'il y avait vraiment toutes les catégories. Il y avait des fonctionnaires, il y avait des salariés, il y avait des retraités, il y avait des chômeurs, évidemment, il y avait des agriculteurs, il y avait des artisans, il y avait, enfin vraiment. Et ce qui était intéressant dans ce mouvement, j'insisterai peut-être sur cette dimension-là, ce qui complique la lecture aujourd'hui et l'interprétation, c'est que c'était un mouvement très individualiste, parce que le gilet jaune, moi ce qui m'intéresse dans le gilet jaune, c'est le dossard, c'est l'arrière du gilet jaune, où chacun customisait son gilet jaune avec en disant sa propre souffrance. Et donc ça, c'était très intéressant, parce que vous voyez le gilet jaune de l'infirmière, le gilet jaune du chômeur, le gilet jaune du retraité, le gilet jaune du paysan, voire le gilet jaune du révolutionnaire, ou le gilet jaune du royaliste, enfin, parce qu'il y avait tout ça en même temps, tout ça avait un gilet jaune. Donc évidemment, c'était cette accumulation d'individualité qui était intéressante. C'est pour ça qu'on est très très loin du fantasme de la convergence des luttes. Jean Lémarie. 5 ans après, que faire non seulement des tracts des Gilets jaunes, mais aussi des doléances qui figurent dans les cahiers? Ça, c'est vraiment aussi une question politique et une question qui intéresse de plus en plus certains politiques. Une députée écologiste, la semaine dernière, elle s'appelle Marie Pochon, a déposé une résolution transpartisane pour que les cahiers soient rendus publics et que donc ils puissent servir, avoir un usage politique au sens de la politique parlementaire. À qui doivent-ils servir d'abord? Aux chercheurs, on en parle ce matin, ou aux politiques? Que pourrait-il en faire? C'est une question, ça, non? Manon Pengam, ils sont en accès libre, ces cahiers de doléances? On peut aller les consulter? Comment vous y êtes-vous pris pour justement les lire? Alors, la question de l'accessibilité des cahiers est une question intéressante. L'ensemble des cahiers citoyens voilà, de l'ensemble du territoire ont été numérisés et sont aujourd'hui conservés par les archives nationales qui sont situées à Pierrefitte-sur-Seine. Néanmoins, il est assez compliqué d'accéder à ces données. En revanche, les cahiers physiques, donc dans leur format physique, sont eux conservés dans les services d'archives départementales. Archives départementales qui, je le rappelle, voilà, sont un héritage aussi de la Révolution française. Et donc, chaque citoyen peut aller consulter, s'il le souhaite, en demandant la cote qui correspond à ces cahiers, peut consulter les cahiers qui ont été rédigés près de chez lui ou près de chez elle. Donc, voilà, c'est aussi bien évidemment, il y a une demande aujourd'hui de publicisation des cahiers. Néanmoins, il faut aussi, je pense, rester vigilant sur le fait que rendre accessible une masse aussi énorme de données sans accompagnement des citoyens pour la lecture, pour la compréhension des données, n'est peut-être pas une méthode très... Alors qu'en archive départementale, il est possible de se faire conseiller et guider par les archivistes qui travaillent dans ces services. Bon, parce qu'il y avait aussi énormément de posts sur les réseaux sociaux, des groupes Facebook, il y avait tout cela aussi, Manon Pengam, qui explicitait les désirs et les revendications de ces gilets jaunes. Oui, tout à fait. Mais ces aspirations, on les retrouve dans les cahiers de doléances. Si je peux aussi ajouter une chose concernant l'enquête qui a été menée en Creuse, je voulais aussi rendre un petit hommage. C'est une enquête qui a été participative, c'est-à-dire j'ai bénéficié de l'aide de citoyens qui se sont portés volontaires pour m'aider à transcrire les documents, pour m'aider à travailler sur les données, ce qui témoigne aussi de cette volonté, de rendre public à nouveau ces documents.
Christophe Bourseiller, et cela signifie là aussi qu'on a une tradition en France d'écrire, d'expliciter des colères. Oui, oui. Pour les agriculteurs, on en est encore à une expression balbutiante. Il y a un certain nombre de slogans, mais il n'y a pas encore un corpus figé. On a encore un certain nombre de théories pour expliquer, pour essayer de comprendre en quoi ces agriculteurs voudraient donc que les choses changent. Et vous savez, les réseaux sociaux qui ont été beaucoup utilisés par les Gilets jaunes et par les bonnets rouges avant, c'est des cahiers de doléances. C'est-à-dire que les cahiers de doléances, il faut attendre qu'on vienne vous les proposer. Il y a toute une démarche. C'est passionnant. Hein, c'est ce qui a été fait. C'était vraiment très important. Et c'est important de lire et de décrypter ces cahiers. Mais c'est vrai que les réseaux sociaux vous disent aussi, les gens expriment leur souffrance, alors de façon très brutale parfois, mais notamment dans le cas de la révolte des Gilets jaunes, les réseaux sociaux sont une mine d'informations extraordinaires. Il faut bien voir que tous j'ai appelé mon livre La France en colère avec un S, mais il y avait une page Facebook extrêmement populaire du temps des Gilets jaunes qui s'appelait La France en colère sans S et qui était la page principale des Gilets jaunes dans laquelle vraiment s'exprimait une accumulation de colère réelle. Et c'était Éric Drouet, je crois, qui était si je me souviens bien, qui était camionneur, qui était à la tête de cette page. Et aujourd'hui, comment peut-on observer le futur de ce mouvement des agriculteurs en conclusion, Christophe Bourseiller? Il faut vraiment observer la contamination du mouvement à d'autres catégories ou pas. Si le mouvement demeure cantonné aux agriculteurs, ça sera un épisode social comme beaucoup, comme la France en a connu. Il y a parfois des mouvements de petits commerçants, des mouvements d'agriculteurs, des mouvements de salariés, etc. Par contre, s'il y a contamination, c'est-à-dire alors ça a commencé très 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 légèrement avec des camionneurs et des taxis dans quelques secteurs, mais si le mouvement à ce moment-là ça croît, à ce moment-là, oui, ça sera le début d'une crise sociale parce que d'autres catégories rentreront dans la danse. Christophe Bourseiller, votre livre La France en colère est publié aux éditions du Cerf. Merci Manon Pengam. Je rappelle que vous êtes maîtresse de conférences en sciences du langage à l'université de Cergy Paris.